Allez, nous retrouvons également nos chers invités pour la suite du monde en cette Constant Lemou, analyste politique. Nous avons également lui, Magloire Kemayo, lui, les journalistes et écrivains. La suite du débat. La suite, on commence donc par la France, un duel plus serré qu'en 2017. C'est la prévision de nombreux instituts de sondage à quelques heures du second tour de l'élection présidentielle dimanche 24 avril, précisément lors duquel le président sortant Emmanuel Macron va affronter de nouveau Marine Le Pen. On va vivre les derniers discours des deux candidats. J'en ai assez, comme vous, de cet irrespect permanent. Je serai quant à moi la présidente du respect des Français. Et je sais qu'ils attendent désespérément du respect. Mais en réalité, l'attitude d'Emmanuel Macron est tellement révélatrice d'un quinquennat de délitement démocratique. Je vais vous dire, moi je suis déterminé, concentré, engagé, et pour moi rien n'est joué. Et les Françaises et les Français ils font leur choix le 24 avril. Et donc rien n'est joué. Donc moi j'appelle toutes celles et ceux qui me soutiennent à redoubler d'énergie, d'efforts d'écoute, d'action, d'engagement pour convaincre le maximum de Françaises et de Français pour que le 24 avril ils puissent voter et soutenir le projet que je porte. Alors, lui, Magloire Kemayo, on a vécu la campagne, on a également vécu le débat entre les deux tours des deux candidats. Qu'est-ce qu'on peut retenir à quelques heures de l'élection présidentielle en France? Je crois que c'est une élection assez particulière parce qu'on a eu très peu de cas ces derniers temps où le président sortant se représentait. Il y a certes eu le président Sarkozy qui a affronté Hollande, mais depuis, le président Hollande lui-même ne s'était pas représenté. Et donc là, c'est le cas pour Macron aujourd'hui qui arrive au second tour avec Marine Le Pen et c'est une redite de la précédente élection. C'est une élection de rejet quand même, mine de rien. C'est-à-dire on rejette des candidats plus qu'on ne vote par conviction. Au premier tour, il y a probablement eu des votes d'adhésion. Certains ont voté pour Mélenchon, d'autres ont voté. Mais là, nous sommes face à des rejets parce que le bilan aujourd'hui d'Emmanuel Macron est quand même énormément contesté. Le fait que l'on n'ait pas eu beaucoup de gens qui sont allés voter et toutes les contestations qu'il y a eu par rapport à la crise des Gilets jaunes, par rapport aux affaires, notamment l'affaire Benalla, pour ne citer que celle-là, McKinsey en fin de campagne, toutes ces choses-là ont fait que certains votent par rejet d'Emmanuel Macron et d'autres votent en rejet de Marine Le Pen en la ramenant non pas au Rassemblement national qui est son parti actuel, mais au Front national qui a précédé le Rassemblement national et qui était présidé par son père et qui était d'obédience nationale et de droite nationale et qui était donc considéré comme un parti d'extrême droite. Le président Macron lui-même ne s'est pas empêché de le faire pendant le débat de l'entre-deux tours. Il n'a pas appelé Madame Marine Le Pen présidente du Rassemblement national. Il l'a ramenée en permanence au Front national en espérant que cela amènera les électeurs qui votaient contre le Rassemblement national, contre le Front national, à voter pour lui. Donc à aller ratisser dans les électorats à la fois de Jean-Luc Mélenchon, de Jadot et d'autres candidats qui ne sont pas arrivés au second tour, afin que lui, il gagne. Et donc on est face à une élection de rejet où il n'y aura pas de conviction. Est-ce que cela permettra d'améliorer le chiffre de la participation qui était quand même relativement faible lors du premier tour? Je n'en suis pas certain. Mais j'espère surtout que c'est une élection qui ne débouchera pas sur des crises parce que j'ai l'impression, au regard de ce qui se passe actuellement, qu'une fois qu'on aura donné le nom de la présidente ou du président élu, les manifestations reprendront parce que beaucoup diront que même si on a voté pour Macron, ce n'était pas par rapport à son programme, ou alors si on a voté pour Marine Le Pen, c'est un grave accident politique et qu'il faut régler cela dans la rue. Donc pour moi, pour l'instant, on est dans des élections de rejet qui ne présagent rien de bon pour les prochaines semaines et voire pour les prochains mois en France. Constant Lemou, les sondages placent le président sortant Emmanuel Macron devant 57,5% contre 42,5% pour Madame Le Pen. Mais au-delà de cela, tout le monde dit que ça va être
très serré entre les deux. Les élections en France m'intéressent très peu. Ça m'intéresse très peu parce que l'un ou l'autre qui sera élu sera contraint de continuer la politique française. Parce que la France vivrait de quoi si la politique française telle qu'elle est menée actuellement à l'endroit vers l'Afrique, si elle changeait, de quoi vivrait la France? Même le candidat le plus, comment je peux l'appeler, Zemmour, Zemmour. Éric Zemmour. Éric Zemmour, oui. qui conteste même la présence des étrangers en France, particulièrement les Noirs, a fait le déplacement en Afrique. Il était venu en Côte d'Ivoire, je pense, oui. Non pas pour permettre le démantèlement de ces bases militaires un peu partout en Afrique, mais pour rassurer que si jamais il était élu, ça devrait continuer. Ce qui signifie qu'au-delà de ce débat de pantin qu'ils offrent, ils sont tous d'accord d'une seule chose, c'est que la France n'aurait rien à manger si elle n'exploite pas l'Afrique. Alors, que ce soit Macron, Ou Le Pen. en tant qu'adolescent qui se cherche, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est son compatriote qui l'a dit. Son compatriote Zemmour, qui l'a traité d'adolescent qui se cherche. Et effectivement, les résultats de son attitude d'ado a montré l'échec, a occasionné l'échec de la politique. Mais il est devant Zemmour. Ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose, ça ne résout pas les problèmes. Mais lorsque vous observez ce vote de rejet, ce sont les socialistes et les républicains qui ont rejeté Macron. Le niveau de vote de l'extrême droite est presque maintenu. Il y a même eu une progression, Une progression. une légère progression. Ce qui signifie que les Français sont en train de prendre conscience qu'en réalité, la politique menée par Macron et ses prédécesseurs immédiats n'a pas aidé la France à progresser. Conséquence, les différentes manifestations pour montrer Le désaccord. le désaccord au cours du mandat de Macron. Le vote qui aura lieu après-demain, Non. demain, C'est dimanche. c'est demain. Ouais. Oui, demain dimanche. Ce qui est sûr, Macron va passer parce que Marine est une femme. Ça joue. Je ne suis pas certain. Ouais. Ça joue. Je ne vous suivrai pas Dans cela. cette analyse. Et rappelez-vous de Ségolène Royal. Ouais. Pourquoi elle n'a pas été désignée candidate? C'est parce qu'elle était femme. Elle serait un homme qu'elle aurait brigué la magistrature et gagné. Vous parlez Parce de la que- France, j'espère. De la France. Ok. La France, parce qu'on a vu Elle des avait candidats dans toutes les d'autres pays. qualités pour être présidente, mais elle a eu le malheur d'être femme. Au-delà d'être femme, elle n'a pas Oui, été lui, très Magloire. soutenue dans son parti. Justement, elle n'est pas Ouais, soutenue peut-être parce qu'elle est femme. Oui, mais la différence aujourd'hui avec Marine Le Pen, c'est que non seulement elle a consolidé sa base, mais qu'à côté de cette consolidation, même ceux qui étaient partis appellent à voter pour elle. Je veux dire, Éric Zemmour demande à ce qu'on vote pour elle. Dupont Elle ayant- demande qu'il ne veut pas de Zemmour. Zemmour. parce Mais il qu'il n'est le pas trouve propriétaire trop des bête. gens qui ont des voix qui se sont portées sur Ouais. son nom. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la France a atteint un stade de, je ne veux pas dire de maturité politique, mais les gens sont beaucoup moins complexés aujourd'hui de dire qu'ils votent pour une femme ou pour un parti Si. considéré d'extrême droite qu'ils ne le faisaient il y a 20 ans, par exemple. En 2002, c'était un scandale de dire qu'on vote pour Jean-Marie Le Pen. C'était un scandale de considérer qu'une femme pouvait être candidate. Or, depuis ce temps,
Vous avez le parti Les Républicains, qui est un parti de droite, dont la candidate a été une femme. Elle a fait un score à la hauteur de ce qu'il a été, mais ça a été une femme. Vous avez également au niveau du Parti Socialiste, une femme qui a été portée également comme candidate du Parti Socialiste. Donc je crois que les esprits se libèrent de cela. Est-ce que cela aura une conséquence sur la politique que la France mènera en Afrique? Je suis à peu près certain que non. Comme vous, je pense que cela n'aura aucune influence sur la politique étrangère de la France en direction de l'Afrique. Mais je crois qu'au niveau de la France même, il y a un concept que Nicolas Sarkozy a lancé et qui a eu beaucoup de succès, c'est la droite décomplexée. Cette droite décomplexée-là assume à la fois son nationalisme, parfois sa xénophobie, et pourquoi pas le fait de voter pour des candidats qui ont des idées d'extrême droite. Donc je ne suis pas en train de dire que je prends position pour l'un ou pour l'autre des candidats, mais le fait est qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup moins sûres qu'on ne pouvait le penser il y a une vingtaine d'années ou même il y a 2 ou 3 élections. Il est possible que des Français votent pour une femme à la tête d'un parti considéré comme national, de droite nationale, et qui pourrait être Marine Le Pen, tout comme vu les fluctuations auxquelles nous assistons, que Emmanuel Macron soit reconduit. Rien n'est certain. Mais ce n'est pas uniquement parce que Marine Le Pen est une femme qu'elle perdra l'élection. On vous retrouve Constant Lévaux. Votre analyse est officielle. C'est l'opinion officielle de la France. Au niveau des premiers responsables politiques, c'est l'opinion officielle. Mais dans la réalité française, le respect des droits de l'homme, de l'égalité homme-femme, la France a encore du chemin. De par l'attitude, l'effort non récompensé des femmes sur la scène politique française. C'est une réalité, c'est une faiblesse qui doit être remontée. Prenez toute l'histoire de la France. Combien de fois en France nous avons eu une femme Premier ministre? Une fois. Une seule fois. Oui. Président de l'Assemblée nationale. Jamais. 0 fois. Oui. Président de la République. 0 0 fois. fois. L'Afrique en a connu. Femme présidente de la République. Ensuite, prenez côté religieux. Combien de présidents français ne sont pas catholiques? 0. Ah, je ne suis pas si sûr. Si. François Hollande n'était pas catholique. Vous me direz qu'il a un prénom. Qui est catholique. Vous pouvez continuer la recherche, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de pesanteurs qui empêchent Marine d'être élue. Vous l'avez dit, c'est vrai, ce n'est pas seulement parce qu'elle est femme, mais il y a une organisation, un pouvoir qui n'est pas visible, mais qui est partant pour Emmanuel Macron. C'est cela. Si c'est le jeu démocratique réel, Marine Le Pen passerait les mains hautes. Mais ce qui est sûr, j'avais espéré la montée de la droite, de l'extrême droite. Et cela a été fait. Au premier tour, vous voulez dire? Élu président. C'est ce que j'aurais souhaité pour appliquer la politique de la France aux Français et libérer l'Afrique. Nous donner la raison, l'argument pour libérer nos pays. Et ça, la France c'est peut-être Français, des discours. Dans l'application, ça peut être autre aux chose. Africains pour nous permettre un nouveau départ. Cette montée de l'extrême droite servirait l'Afrique, à mon avis, contrairement à la tendance socialiste qui donne l'impression de s'intéresser au bien-être de tout le monde. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est plutôt l'exploitation à fond de l'Afrique pour enrichir la France. C'est pourquoi, lorsque je lis cette chance très réduite
que Marine Le Pen soit élue, cette élection française n'a pas grand intérêt pour moi. Mais les élections en Afrique doivent prendre une autre allure. La politique dans les pays africains doit prendre une autre allure. Ramener à la tête des pays des nationalistes. Des nationalistes et non se prêter à ce jeu déjà bipé d'avance, à ce concept sclérosé de démocratie, mais qui ne fait que nous retarder dans notre élan. Lui, Magloire Kemayo, au premier tour, on a eu des indécis. Est-ce que vous pensez que le débat, par exemple, a aidé les indécis? Je ne pense pas, parce que le débat a quand même été très pauvre en déclaration. On a surtout eu les hésitations des différents candidats. On a eu les tentatives de racolage de voix de la part à la fois de l'une et de l'autre. Et je ne suis pas certain que cela mobilise. Et même si ça mobilisait, ça mobiliserait moins de 10% de mon point de vue des électeurs qui ne sont pas allés aux urnes au premier tour. Donc pour moi, ce n'est pas l'élément qui sera le plus déterminant. Le débat a été de très piètre qualité. Peut-être qu'en termes de respectabilité, les candidats se sont plus ou moins tenus. Ils ont reconnu à la fin, ils ont déclaré à la fin que ça a été un débat de bonne facture, donc on les croit sur parole, mais ce que je veux dire, les électeurs n'en ont pas eu pour leur temps. Déjà, ils étaient moins nombreux qu'à l'élection de 2017, et je crois que le peu de gens qui ont suivi n'ont pas été tout à fait satisfaits, parce que cela ne les a pas déterminés sur les éléments de fond, de programme des uns et des autres, puisque chacun s'acharnait à démontrer les limites du programme de l'autre sans véritablement développer sur les propositions que lui, il avait à faire et donc essayer de convaincre les électeurs par rapport à son programme propre. Alors, un élément peut-être déterminant avant de retrouver Constant Lemou, ce sont les électeurs de Mélenchon. Alors, ces électeurs, ils vont faire quoi finalement? Ils vont choisir qui? C'est vrai que Mélenchon a appelé à ne pas voter pour Mme Le Pen, mais il n'a pas aussi appelé à voter pour le président Macron. Alors il aurait demandé qu'il vote blanc ou qu'il ne sorte pas du tout de chez eux, parce qu'il n'y a que deux choix possibles. Soit vous votez pour Emmanuel Macron, soit vous votez pour Marine Le Pen. Le vote blanc n'est pas encore reconnu en France. Donc si vous votez blanc, c'est une façon de dire que vous auriez pu rester chez vous, votre voix ne compte pas. Donc je crois que ça va être très difficile pour les candidats, pour les électeurs de Mélenchon. Parce que les consignes qu'il a données ne sont pas claires, et non seulement les consignes ne sont pas claires, mais vous avez beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui font partie des Gilets jaunes. Or, pendant 2 ans, ils ont été combattus avec toute la violence qui a accompagné la répression de leurs manifestations. Il y a eu les assises qui ont été organisées sur le plan national et dont sont sorties certaines propositions sur le plan écologique notamment, et là on parle également des électeurs écologistes qui pourraient aller aux urnes aujourd'hui pour voter, mais je crois que cela ne leur fera pas changer d'avis sur ce qu'a été le mandat d'Emmanuel Macron. En revanche, puisqu'il s'agit de partis extrêmes, l'extrême gauche pour Jean-Luc Mélenchon et l'extrême droite pour Marine Le Pen, et que leurs électorats sont majoritairement ouvriers, il y a de fortes chances qu'il y ait un principe de vase communicant. Même si ce n'est qu'un tiers de cet électorat qui va à Marine Le Pen, il est fort probable que cela puisse peser dans l'électorat s'ils se mobilisent et qu'ils vont donc mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Parce qu'il y en a très peu qui voteront pour Emmanuel Macron. Ça, c'est à peu près certain. Donc, ce qu'on peut s'attendre à voir aujourd'hui, c'est surtout que les abstentionnistes du premier tour, dans les deux camps, se mobilisent et aillent faire la différence. Mais si on compte sur les reports de voix liés au parti écolo ou liés aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, je ne pense pas que ça fera énormément de différence. Et si différence il y avait concernant les électeurs de Mélenchon, je crois qu'ils seraient plus nombreux à voter pour Marine Le Pen qu'à voter pour Emmanuel Macron, le président sortant. Alors, parlant d'abstention, Constant Lemou, vous voulez ajouter quelque chose? Non, quel sera le niveau de l'abstention selon vous? Bien, à mon niveau, le taux de participation ne devrait pas évoluer véritablement parce que la période d'entre les deux tours,
il n'y a pas eu vraiment, comme Magloire le disait, il n'y a pas eu vraiment une campagne ou des arguments poignants qui pouvaient intéresser les abstentionnistes pour qu'ils changent d'avis, pour qu'ils viennent voter. Ce n'est pas évident. Le taux de participation ne pouvait pas véritablement évoluer. Et alors, si le taux de participation n'évolue pas et que nous sentons une montée, nous avons senti une montée de l'extrême droite, alors que la gauche a chuté véritablement, il faut craindre que la consigne de Mélenchon ne soit pas respectée et que son électorat penche pour Marine Le Pen. Ce qui pourrait, même si les chances sont faibles, ce qui pourrait la conduire à la magistrature suprême. La chance est très faible, mais elle existe. À mon avis, la chance est très très faible, mais elle existe. Il suffisait à cette étape qu'elle soit un homme, je le répète, elle aurait augmenté ses chances d'être élue. Donc vous pensez que si Jean-Marie Le Pen s'était présenté, il aurait eu de fortes chances d'être élu président de la République? Non, Jean-Marie Le Pen est dépassé par rapport à l'époque actuelle. Il est dépassé. Si à la place de Marine Le Pen, c'était Luc Le Pen, je veux dire, si c'était un jeune, eh bien, la personne aurait eu plus de chances de l'emporter que Marine Le Pen. Les chances de Marine Le Pen d'être élue ne sont pas nulles. Elles existent. Elles existent. Les Français peuvent nous faire la surprise pour la première fois et au XXIe siècle d'être gouvernés par une femme. Et pour la première fois surtout. Pour la première fois surtout. Et faire honneur aux Françaises parce qu'elles sont majoritaires dans l'électorat. Sauf que le vote n'est pas déterminant, n'est pas défini par le genre, véritablement, mais la politique française discrimine la femme. La femme n'est pas véritablement mise à sa place. Je pense même que le Togo est bien en avance sur la France en matière de la promotion de la femme. Oui. Le Togo est bien en avance par rapport à la France. Peut-être ma voix sera entendue par les Françaises qui vont quand même donner ou faire l'honneur aux femmes en portant Marine Le Pen à la présidence de la République. Alors, deux anciens présidents ont appelé les Français à porter leur voix au président Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et Hollande. Alors, ça peut peser? C'est deux prédécesseurs. Oui, c'est deux prédécesseurs. Ça peut peser selon vous, lui, Magloire? Non. Non, parce que nous parlons là du Front républicain. Et je ne suis pas certain que ce Front républicain, Emmanuel Macron lui-même l'a dit, il n'existe plus, le Front républicain. Aujourd'hui, c'est un concept qui, de mon point de vue, est très hypocrite politiquement. Parce que si un parti est considéré comme antinational ou anti-républicain, voire pas républicain du tout, on le dissout. Mais si on lui permet d'avoir une vie, d'être régulièrement présente au second tour des élections, de rafler la place aux élections locales ou régionales, c'est que ce parti a toute sa place sur la scène internationale, sur la scène nationale. Et donc pourquoi, au moment où il se retrouve au second tour de l'élection présidentielle, on devrait se pincer les narines pour voter pour son candidat ou sa candidate? Pour moi, c'est de l'hypocrisie politique. Donc, il faudrait qu'on arrête avec cela. Et je ne suis pas certain que les présidents dont nous parlons là, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, aient fait grand-chose pour que le Front National recule ou qu'il n'ait plus l'audience qui a été la sienne entre les années 80 et les années 2000. Donc, s'ils ont échoué à faire reculer le Front National sur le plan, sur la durée, parce que ce n'est pas sur 2 années seulement, c'est sur 2 mandats pour chacun d'entre eux, un mandat pour Nicolas Sarkozy, un mandat pour François Hollande. Je ne vois pas comment en une élection, ils vont faire reculer les voix des personnes qui votent pour le Rassemblement national. Donc pour moi, c'est une déclaration pour faire joli, pour donner l'impression que le Front républicain existe et qu'il peut encore produire des effets, mais très concrètement dans les urnes, je ne vois pas comment cela changera la donne. Alors, Constant Lemou, vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, on prend la direction de Lomé. Quoi ajouter si ce n'est une ligue, tout simplement, de la gauche contre l'extrême droite? Mais en réalité, ce n'est pas l'extrême droite qui a fait mal au monde au nord de la France.
ce n'est pas l'extrême droite qui a tué Kadhafi. Ce n'est pas l'extrême droite qui a porté la guerre dans les différentes zones et créé des morts. C'est Sarkozy qui a tué les Ivoiriens. Ce n'est pas l'extrême droite. L'extrême droite a donné à la France et donnera la chance. Et c'est à la France d'en décider. C'est à la France d'en décider. Et surtout, que les Français ne se laissent pas servir l'illusion de Macron ou de la gauche. Que les Français prennent leurs responsabilités. Que la France revienne aux Français, comme Marine Le Pen le dit. C'est très important pour la France elle-même. Et ça, vous faites campagne pour Marine Le Pen, visiblement. J'ai l'impression. À peine si vous n'allez pas voter, si vous avez le droit de voter, je pense que votre si j'avais le droit, si j'étais français, je n'hésiterais pas à voter pour Marine Le Pen. Mais au-delà de toutes ces conjectures, oui. moi je crois qu'il y a au moins deux choses qui sont importantes. La première, c'est que la jeunesse française aujourd'hui a l'impression d'être perdue. Parce que l'électorat d'Emmanuel Macron, par exemple, c'est un électorat plutôt âgé. Et les jeunes, à un certain moment, ont même demandé que, étant donné que les décisions qui vont être prises dans les 5 prochaines années les engageront plus qu'elles n'engageront les retraités et les adultes, il faudrait que leur voix compte double. Mais en attendant, ces jeunes-là ne vont pas voter majoritairement. Et c'est tout un problème de ne pas avoir une partie de la population qui vote, mais qui demande à ce que ces voix comptent double. Le deuxième problème auquel je voudrais également que nous réfléchissions, c'est celui de la représentation des communautés. Parce que, rappelez-vous, il y a une candidate, Christiane Taubira, qui représente la communauté guyanaise ou une partie de la communauté noire en France, qui n'a pas pu être candidate. Avant cela, en 2002, quand elle s'était présentée, on lui avait reproché d'avoir capitalisé exactement le nombre de voix qu'il fallait à Lionel Jospin pour atteindre le second tour, et que si les voix se sont portées sur Christiane Taubira, c'est ce qui a fait perdre la gauche et lui empêcher, enfin, ce qui a empêché à la gauche d'arriver au second tour de l'élection présidentielle et donc à favoriser le Front National. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où la question du nationalisme est prégnante. On a vu aux États-Unis qu'un Donald Trump est devenu président. On a vu en Hongrie qu'Orban est devenu président. On a vu au Brésil également que Bolsonaro est devenu président. Donc les partis de droite nationale ont le vent en poupe en quelque sorte. Et entre-temps, rien n'est fait aujourd'hui pour permettre aux autres communautés d'avoir des représentants aux élections. Moi, je le dis en étant un peu égoïste, mais quand on appartient à la communauté noire en France, qu'on est français, et donc qu'on peut voter ou qu'on peut être candidat, on aimerait quand même que parmi les candidats, il y en ait au moins un qui nous ressemble. Or, cela n'existe pas encore. Et je crois qu'il faut qu'au sein de nos communautés, au sein de nos pays également, on donne suffisamment de force à ces communautés africaines qui sont à l'extérieur pour qu'elles soient à la fois les ambassadeurs et les défenseurs de la cause des pays africains, plus que le Front National peut-être, parce que même s'il n'a pas gouverné la France depuis les années 80, toutes les politiques qui ont été mises en place en matière de coopération et d'accueil des migrants ont été faites par rapport au programme du Front National. Et donc, quelque part, même avant d'arriver au pouvoir, le Front National a déjà profondément modifié la manière dont la France vit l'immigration, vit sa coopération avec les autres pays. Et c'est à nous aujourd'hui d'arriver à imprimer une autre dynamique là-dedans. Non pas en soutenant des candidats qui sont parfois contre les intérêts de l'Afrique, mais en soutenant des candidats qui incarnent l'Afrique et qui peuvent en devenir des ambassadeurs parce qu'ils ont intérêt à cela, ne serait-ce que sur le plan de leurs origines. Allez, on va quitter la France pour le Togo. Le déploiement des cliniques mobiles a accru l'accès des habitants aux soins. Le gouvernement togolais ayant décidé de proposer une meilleure prise en charge aux populations avec des coûts raisonnables, le plus souvent à la portée des ménages pauvres. Les mini-hôpitaux installés servent près de 2700 villages, des zones reculées avec 2,5 millions de patients potentiels ciblés pour 276 000 consultations annuelles. Ces cliniques déplaçables sont dotées des véhicules qui servent d'appui, d'un laboratoire fonctionnel et d'une pharmacie. Constant Lemou, on ne peut que saluer cela au Togo.
c'est une action positive du gouvernement. Elle est à saluer. Et elle se justifie dans la mesure où la couverture sanitaire avait vraiment de la peine à couvrir les besoins au plan national. La population croît très vite, mais les ressources disponibles et affectées pour la construction et les équipements des structures sanitaires étaient vraiment n'ont pas permis de suivre rapidement la croissance démographique, l'expansion des villes et le peuplement des zones qui étaient anciennement des zones vides. Voilà, donc il était nécessaire de prendre des mesures comme celle-ci pour toucher les populations qui ont besoin des soins de santé et surtout corriger les risques qui montaient avec des cliniques sauvages, comme Madame Mahou les avait dénommées, parce que il a commencé à s'installer partout dans le pays de ces cliniques-là dont les animateurs n'étaient pas véritablement des agents de santé ou n'avaient pas véritablement suivi les formations adéquates pour pouvoir prendre en charge les cas des soucis de santé des populations. Donc cette initiative pour toucher toute la population et surtout dans les hameaux les plus reculés est assez salutaire. Beaucoup ne vont pas en consultation tant bien même qu'ils souffrent et ça donne à la tradithérapie parce qu'il n'y a pas de structure de soins à côté ou c'est trop cher lorsqu'il y en a. Peut-être c'est une clinique. Elle coûte généralement plus cher que les structures publiques. Donc si ce système ou cet outil peut se multiplier à travers tout le pays et toucher un peu partout. Très souvent, quand on en parle, on oublie le Grand Lomé. On pense qu'il y a les cliniques à Lomé, il y a les grands hôpitaux à Lomé, mais c'est aussi à Lomé qu'il y a de ces cliniques sauvages dont nous parlons dans les nouveaux quartiers, dans les nouvelles zones d'extension de la ville où les structures de santé n'ont pas encore atteint. Alors, il faudrait vraiment penser aussi à ces nouveaux quartiers de Lomé et mettre sur place ces structures mobiles. C'est très important. Ça permettra de soulager énormément la population. Mais alors, pendant ce temps, cette initiative est un palliatif. Il faudrait donc penser à la carte sanitaire du pays. Il faudrait l'élaborer et la mettre en œuvre. La carte sanitaire du pays. De sorte qu'on s'assure qu'il y a quand même une couverture, une satisfaction des besoins, mais aussi une anticipation. Une anticipation par rapport aux constructions, aux équipements, mais aussi en personnel de soins. C'est souvent parce qu'il n'y a personne, non seulement il n'y a pas de structure, il n'y a pas de personnel qualifié, que des gens se confient à n'importe qui. Ils n'ont pas de choix. La tradithérapie n'est pas aussi à la hauteur des espérances, même si quelquefois ça apporte quelques soulagements, ce n'est pas encore cela. Il faudrait que sur tous les plans, au niveau de la tradithérapie, au niveau de la médecine moderne, que des efforts se fassent. C'est urgent. Aujourd'hui, c'est devenu urgent. Et nos hôpitaux publics étant devenus plus ou moins des dangers, je dis plus ou moins des dangers malgré les efforts de certains personnels de soins encore conscients et plus professionnels, il y a beaucoup d'agents indélicats, négligents ou incompétents à la limite. Et ça a créé beaucoup de dommages. Malheureusement, le Togolais n'a pas la culture de porter plainte contre les hôpitaux. Sinon,
je pense qu'à part Il y aura les tellement de dossiers fonciers, c'est les dossiers de santé qui devraient occuper les bureaux des magistrats. Alors, Constant, les mots demandent plus, oui, d'autres cliniques mobiles en vue. Le président Faure projette de faire installer 5 cliniques mobiles par région à l'horizon 2025. Moi, je crois qu'il faut voir là-dedans un souci de transition, de progressivité, de dire que le système de santé n'est pas parfait, mais il n'est pas imparfait qu'au Togo. Avec cette crise sanitaire de coronavirus, nous avons vu à quel point la santé est importante, mais ne bénéficie pas toujours des moyens dignes de cette importance. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Chine, on l'a vu en France. Les investissements pour la santé sont certes importants. À chaque année, on nous rappelle à quel point c'est important, mais ce n'est jamais suffisant parce que la population augmente, les besoins en soins de santé augmentent, les menaces aussi augmentent, mais les moyens ne suivent pas automatiquement. Et donc, je crois que trouver des solutions transitoires, comme c'est le cas aujourd'hui, avec ces cliniques-là qui iront vers les populations, c'est déjà une très bonne chose. Mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Il faut que ce soit le début de quelque chose pour mieux identifier, mieux quadriller la carte sanitaire, la carte des besoins, et donc y apporter des réponses à plus ou moins long terme. Donc pour moi, c'est à encourager, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut que pendant qu'on le fait, on continue de réfléchir à d'autres choses qui permettront de pérenniser cet intérêt que l'on a pour la santé des Togolais. Alors, quand on voit les chiffres constants, les mots, 2700 villages, on parle de plus de 2,5 millions de patients et 276 000 consultations annuelles. Ça aussi, on doit noter cela, ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider, ça va beaucoup aider parce que, comme je le disais, il y a des zones où il n'y a pas de structure de soins. Il faut aller à des kilomètres, voire quelquefois à 5 à 10 kilomètres avant de rencontrer une structure de soins. Alors, lorsqu'il y a des soucis de santé dans ces zones, si la situation n'est pas inquiétante, généralement on ne va pas en consultation. Ou à la rigueur, les plus avertis se contentent d'acheter des produits de premier palliatif, juste pour calmer les douleurs au moment où on a un souci. L'automédication. Ou l'automédication. Oui, lorsqu'il n'y a pas de structure de soins, c'est l'automédication qui prend le pas. Et c'est plus dangereux que de ne pas aller aux soins. Alors, cette mesure, voilà la prévision que plus du quart de la population va bénéficier des consultations. Ce qui signifie que la proportion de la population qui bénéficie actuellement sans ces structures mobiles, peut-être c'est un quart de la population ou maximum un tiers qui a accès aux soins de santé. Et ceci va venir renforcer l'existant. L'existant n'est pas nul. Il est bon. Mais il doit être amélioré par des équipements modernes, par la formation du personnel. Quelquefois, ce que nous décrions dans les hôpitaux, c'est faute de formation professionnelle. C'est faute de formation, faute de qualification professionnelle. Même l'accueil, par exemple. Lorsqu'un agent de santé regarde de façon indifférente un cas qui se présente devant lui, on se demande, est-ce que c'est un agent de santé véritablement? On ne comprend pas. Donc, il y a vraiment à redoubler d'efforts dans le sens de la moralisation, dans le sens de la formation, la qualification professionnelle et la conscience professionnelle. C'est très important. Et j'espère bien que les équipes mobiles, les équipes qui vont accompagner ces hôpitaux mobiles, seront vraiment formées à cet effet. Parce que servir dans les coins les plus reculés du pays, ce n'est pas aisé. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Il faut développer un niveau très élevé de conscience professionnelle pour pouvoir le faire. Si c'est juste pour trouver de l'emploi, de grâce, on risque de rater la mission.
Mais il faut s'assurer que le personnel qui sera déployé sur ces structures mobiles de santé, eh bien, que ce soit véritablement des professionnels. Il faut les former et non ceux qui sont sortis des cliniques, ceux qui sont allés apprendre les soins dans les cliniques pendant quelques mois et pensent devenir des agents de santé. Il faudrait vraiment faire attention au recrutement du personnel qui va accompagner ces structures mobiles pour ne pas créer d'autres problèmes, pour ne pas avoir des résultats contraires à ce que nous espérons. Alors, le pays compte mettre en place aussi, Magloire Kemayo, une banque de sang afin de remédier à la pénurie de sang pour les transfusions. Oui, je pense que ce sont des initiatives sur lesquelles on ne peut qu'applaudir, face auxquelles on ne peut qu'applaudir, parce que, encore une fois, quand les gens sont en santé, ils sont plus productifs que s'ils ne l'étaient pas. C'est un secteur qui est important pour le développement du pays pour cette raison-là. Si on est malade, on n'est pas utile à son pays. Et ça, c'est un handicap qu'on ne peut résoudre qu'en faisant de la prévention et surtout en mettant les moyens de soins à la disposition de tous les citoyens pour qu'ils puissent rentrer, retrouver leur santé quand celle-ci est menacée. Par ailleurs, je pense qu'il y a une autre chose qu'il faut souligner. Nous parlions de la CEDEAO tout à l'heure. Je crois qu'au sein de la CEDEAO, on doit tenir compte du fait que tous les pays ne sont pas capables, sur toute l'étendue du territoire, d'avoir des installations de très haute qualité et que par moment, mutualiser, notamment dans les zones frontalières, peut être utile, de sorte que l'on ait des hôpitaux transfrontaliers où au Ghana, on peut se rendre pour se faire soigner quand on est togolais et qu'on habite dans une zone frontalière du Ghana, ou alors venir au Togo pour aller à l'école parce qu'on a une école beaucoup plus adaptée au Togo qu'à la frontière ghanéenne où on se trouve. Donc je crois que tous ces éléments-là sont importants. Les efforts de nos gouvernements sont importants, mais ils doivent être appuyés encore une fois par une solidarité intergouvernementale, inter-État, qui peut accentuer ces efforts-là et faire qu'ils produisent davantage de résultats que s'ils n'étaient portés par un seul pays. Donc pour moi, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les citoyens doivent comprendre que la santé, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire quand l'État dit qu'il subventionne certaines choses, n'ayez pas l'impression que c'est gratuit. Vous le payez d'une manière ou d'une autre et par moment, la contribution de l'État peut ne pas être suffisante dans ce qui est fait. Et donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour accompagner ces efforts, les apprécier à leur juste valeur et surtout permettre, encourager pour que ce soit fait mieux dans les prochaines années, voire les prochaines fois. Alors, l'assurance maladie aussi sera généralisée. Constant Lemou, ce qui est important, les gens apprécient beaucoup cette volonté des autorités, non seulement au Togo, mais également ailleurs. Mais c'est la réalisation concrète de ces projets qui est importante et surtout le suivi, parce que derrière, on trouve souvent des mains qui trempent dedans. Ah, bien sûr, bien sûr. Il faut avouer que derrière ce projet, il y a des calculs qui ne vont pas dans le sens de la réalisation de la vision du chef de l'État. Mais beaucoup vont chercher à savoir la mise en œuvre leur apporterait quoi personnellement. Combien de millions, combien de dizaines de millions ils pourront mettre de côté dans la réalisation de ce projet. Il y a de ces mauvais esprits-là qui gangrènent la gestion du bien public. C'est très important d'y penser. Mais aussi la manière de gérer. Aujourd'hui, nous avons fait l'expérience de la contractualisation qui a marché. La partie la plus adorable du CHU Sulabani Olympio, c'est la morgue. Elle est bien aménagée, bien organisée. Mais à l'intérieur, les équipements pour les soins, le personnel, c'est vraiment, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je ne sais pas qu'est-ce qui empêche la contractualisation du CHU Sylvanus Olympio. Quand nous prenons l'exemple de CHR à Tapamé, récemment, il y a eu l'achat du matériel d'équipement moderne, efficace, grâce aux recettes réalisées avec la contractualisation. Mais les gens sont satisfaits.
les demandeurs des soins sont satisfaits. Qu'est-ce qu'on attend pour contractualiser les structures de soins publics? Parce que la gestion, elle est catastrophique. C'est beaucoup plus un problème de gestion que nous avons. Les exemples font légion. Pourquoi les cliniques privées marchent et les hôpitaux de référence Ça ne marche pas. offrent une piètre prestation? Et là, les grands professeurs sont là, recrutés, payés pour des soins qu'ils ne donnent pas. Mais si par moment, ces grands professeurs qui sont recrutés dans les hôpitaux ont eux-mêmes des cliniques, où par moment ils quittent leur service pour aller travailler à leur propre compte. Ils envoient même les patients des fois. Ou envoient des patients. Ils réfèrent les patients à leur clinique. Et si le matériel qui est mis à la disposition est mal entretenu et parfois volé même, pourquoi pas, les efforts sont vains. Ouais. Donc ce sont tous ces éléments qu'il faut également mettre dans le débat pour se rendre compte à quel point il est difficile d'être à la hauteur. Mais est-ce que le partenariat public-privé, parce que c'est une piste qui est explorée dans beaucoup d'autres domaines, pas que dans celui des hôpitaux. On l'a dans la construction des routes, on l'a dans d'autres domaines, mais c'est souvent très compliqué parce que ça fait monter les prix également. Et est-ce que si on fait monter les prix, on ne va pas empêcher les gens d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils se diront que c'est hors de portée? Et là, la La question est ouverte. contractualisation peut appeler également à la subvention de l'État pour maintenir les prix. Pour maintenir les prix Merci. à la portée des demandeurs de soins. C'est bien possible. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, j'espère que ça nous s'est y bien passé. reviendrons de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi si je n'ai pas, j'ai perdu l'habitude du plateau. Ouais. Mais bon, On va vous faire revenir. Ne vous inquiétez pas. Magloire Kemayou, merci pourvu que je beaucoup à sois vous. disponible. Merci à vous. Vous êtes journaliste et écrivain. Merci également à nos chers amis. Toujours Scotty, on se retrouve donc la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. À très bientôt.